merci, merci François. Merci à tous d'être là et une seconde pour vous dire le plaisir que j'ai d'être à nouveau ici. Bon, je ne vais peut-être pas présenter Natacha Polony ici. Voilà. Donc, nous savons qu'en dehors de ses multiples activités, elle dirige maintenant Marianne. Et d'ailleurs, Natacha, merci parce que je sais que tu es en bouclage avancé pour cause de grève. Et donc, elle a fait vraiment un effort pour être là aujourd'hui parmi nous. Elle boucle son journal en même temps. Voilà. Merci Natacha. Et avant de présenter David Jess, j'en profite pour remercier François parce qu'il prend à cœur d'inviter la jeune génération d'intellectuels. Et c'est vrai, depuis quelques années, on a vu défiler ici des gens dont le nom maintenant est déjà très connu. Et ça, c'est très très bien. Donc un des représentants de cette jeune génération, c'est David. Tu es, chercheur en sciences politiques, hein, c'est ça? On peut dire, haut fonctionnaire également, en même temps, prof à Sciences Po. Et ah pardon, excusez-moi. Et parce que nous on est assis. Ton dernier livre c'est Slow Démocratie, pardon, j'ai oublié l'éditeur, si tu veux bien nous le dire. Bon, le sujet, on va aller vite parce que je sais que vous avez envie de les entendre et que ça va vite. Le sujet que nous a proposé François, c'est démocratie et populisme. Alors, mes profs de Sciences Po m'ont toujours appris qu'il fallait le transformer en question. Et cette question, dans le fond, elle est posée par Alexandre de Vecchio, qui publie un ouvrage sur le populisme, dont j'ai oublié tout de suite le titre, mais il va me revenir, mais dont je n'ai pas oublié le sous-titre, Recomposition, merci, mais dont je n'ai pas oublié le sous-titre. Le sous-titre, c'est La démocratie est-elle le fossoyeur ou le sauveur du populisme? Alors, deux remarques, le populisme est devenu... D'abord, c'est un mot qui est une insulte à bien des égards, et quand Emmanuel Macron a campé le nouvel affrontement de demain entre la démocratie, les progressistes d'un côté plutôt, et les populistes de l'autre, il a aussi parlé de la lèpre populiste. Et Le Monde aujourd'hui, où il y a 2 jours, publie un article qui désapprouve fortement le fait que les éditions du CERF aient publié 4 livres sur le populisme. Et la deuxième remarque, c'est que c'est un mot qui se rebelle un peu à la définition et qui, dans le débat public, désigne plusieurs choses. Alors, j'aurais envie tout de suite de vous proposer déjà de commencer l'un et l'autre de commencer par définir le populisme et peut-être de nous dire comment tu entends le problème, Natacha. Comment tu vois cette problématique? Bon, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais essayer de répondre à cette question excessivement vaste en explorant un petit peu cette question du populisme, en remarquant ce qui frappe tous ceux qui aujourd'hui observent le monde médiatico-politique, à savoir que le mot populisme a été vidé de sa substance et sert essentiellement d'invective. C'est une façon de délégitimer celui que l'on désigne. Il y en a eu d'autres avant, puisque les délégitimations évoluent en fonction des besoins. Il y a eu une période où c'était réactionnaire. On se souvient en 2002 du livre de Daniel Lindenberg, Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires. En fait, on était déjà dans ce courant-là et déjà la question de la démocratie était au cœur du sujet, puisque Lindenberg accusait certains intellectuels de critiquer la démocratie libérale et ils étaient donc accusés d'être des réactionnaires, c'est-à-dire de rêver du retour à un monde d'ordre, donc d'être des contre-révolutionnaires. Eh bien, le mot populiste fonctionne un petit peu de cette façon-là, ce qui empêche de le penser, avec un point quand même qui me semble significatif, à savoir que le mot populisme, ça n'aura échappé à personne, contient le mot peuple, et que c'est un cadeau absolument fabuleux à des partis dont certains sont extrémistes que de les taxer de populisme en leur faisant cadeau du peuple, comme on leur a fait cadeau pendant des décennies d'autres notions. On a à peu près d'ailleurs tout abandonné, que ce soit la République, la nation, le drapeau français, et que sais-je encore, la laïcité dernièrement bien sûr. Et en effet, Elisabeth a raison, le réel lui-même, puisqu'il s'agit de ne pas voir ce qu'on voit. Bref, cela empêche de penser ce qu'est réellement
un mouvement dont on voit tout de même que, malgré toutes les formes diverses qu'il peut connaître à travers le monde, il se caractérise par plusieurs éléments. D'abord, il me semble qu'on peut parler, tout ce qui a été qualifié de populisme ces dernières années relève de différentes formes d'insurrection par le vote. Le mot populisme a été utilisé pour désigner Donald Trump et sa victoire. Le Brexit, c'était populiste. Tout cela, en fait, ce sont des moments où des citoyens se saisissent d'une occasion de faire entendre leur colère dans les suffrages, parce qu'ils ont l'impression qu'habituellement, quand ils votent, ça ne sert rigoureusement à rien. Et là, tout à coup, on leur demande leur avis d'une façon qui va leur permettre de marquer ce refus d'un système. Et je pense que c'est vers cette réflexion-là qu'il va falloir aller ensuite, c'est-à-dire se demander quel est ce système qui est refusé, par qui est-il refusé et pourquoi. Et donc, pour le dire simplement, Philippe Muret, au lendemain du 21 avril 2002, parlait de l'arrivée au second tour de l'élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen, et il disait « Le peuple s'est saisi d'un gourdin ». Et le peuple prend le gourdin qui lui tombe sous la main pour cogner sur le système. Et ça ne signifie pas forcément que le peuple ait envie que le gourdin gouverne. Ça ne signifie pas, disait Philippe Muret, que le peuple soit gourdiniste. Mais il prend le gourdin et il cogne. Et c'est à peu près ce genre de phénomène que l'on voit. Sachant que différents partis politiques ou mouvements utilisent cette colère qui se manifeste, et l'utilise en essayant de la traduire dans une forme qu'on peut dire populiste, à savoir l'idée qu'il y aurait la possibilité pour un leader de porter la volonté du peuple qui a été niée par les élites, par le système, et de s'opposer à ces élites et à ce système. Et donc ce leader, ce chef, serait celui qui va permettre au peuple de rétablir la démocratie et de se faire entendre. C'est cela la rhétorique qui est à l'œuvre. Et de ce point de vue-là, vous avez différentes formes de populisme. Vous pouvez avoir évidemment des partis, ça nous vient naturellement à l'esprit, que ce soit Marine Le Pen, le Rassemblement national en France, que ce soit Viktor Orban, que ce soit des mouvements un peu plus, alors des mouvements de gauche, Podemos, etc. Mais Emmanuel Macron, dans sa façon de mener campagne en 2017, a adopté, d'un certain point de vue, un style populiste, dans le sens où il a dépassé les corps intermédiaires, dans le sens où il a voulu se présenter comme celui qui allait renouveler le système qui était à bout de souffle, et il le faisait parce qu'il incarnait ce renouveau et qu'il allait donc porter l'enthousiasme et la volonté. De ce point de vue-là, il y a vraiment un modèle, un style. Mais il me semble plus intéressant de dépasser cette question-là et de se demander comment on en arrive là, quelle est cette colère qui cherche à s'exprimer et qui, du coup, fait naître ce genre de mouvement. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir que nous faisions porter notre analyse, mais je laisse la parole à David. Un mot, mais dans ta définition, De Gaulle était populiste en quelque sorte. Mais le bonapartisme, De Gaulle pratique une forme de bonapartisme ou de césarisme qui s'appuie en effet sur cette idée d'incarnation de la volonté du peuple. Oui, mais il y a différentes formes. Ça peut prendre différentes formes, bien entendu. Ah non, mais je pense en effet qu'il y a une forme de populisme. Et en cela, je ne pense pas que ce soit particulièrement condamnable, le populisme, si tant est qu'on définisse derrière les raisons pour lesquelles on en arrive là, et ensuite, quel est le modèle politique qu'on veut adopter derrière. D'accord. Alors David, donc le populisme, c'est un contenu ou c'est une forme ? Alors, beaucoup de choses que je partage ont été dites. C'est vrai qu'il y a une efflorescence depuis quelques années de littérature sur le populisme, qu'on pourrait appeler par un néologisme la populologie. Moi, je ne sais pas encore très bien ce qu'est le populisme. Ce qui est certain, c'est que la populologie, elle, se porte bien et qu'au fond, cette efflorescence de littérature, loin de clarifier les choses quant à ce qu'est le populisme, quant à la chose même, si j'ose dire, opacifie. Et au fond, cette interrogation sur ce qu'est le populisme, elle est ancienne, et cette perplexité, elle est ancienne, puisque le philosophe et politiste Isaiah Berlin, lors d'un colloque à la London School of Economics à la fin des années 60,
avait déjà, à une époque où on parlait beaucoup moins dans l'espace public du populisme, avait déjà risqué cette métaphore à propos du populisme, disant au fond, le populisme, c'est un peu comme la chaussure de verre dans Cendrillon. C'est-à-dire que c'est un très bel objet conceptuel, on a fait un très bel idéal type. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun pied qui rentre dedans, c'est-à-dire que ça correspond à aucun parti, à aucune situation dans un pays. Alors c'est vrai que le débat, il y a des politistes bien plus éminents que moi dans la salle, mais le débat qui traverse la science politique depuis des années, il porte effectivement sur la question de savoir si le populisme c'est un style ou si c'est quelque chose de plus substantiel, si ça correspond à une plateforme idéologique. Il y a toute une école, effectivement, plutôt historique, qui a tendance à dire, et c'est le sens du livre de Tarragoni qui vient de sortir, par exemple, ces dernières semaines, que le populisme, au fond, ça se rattache à deux expériences historiques sur lesquelles il y a un compromis scientifique. C'est le People's Party américain du début du XXe siècle, qui s'était mobilisé contre la concentration oligarchique des richesses, et c'est les narodniki russes. Et donc, le populisme, ce faisant, serait plutôt de gauche et serait plutôt une perspective redistributive. Et puis, il y a une autre école, force est de reconnaître que je me situe plutôt dans celle-ci, qui considère qu'au fond, le populisme, c'est sinon ce que le politiste Casmud appelle le thin ideology, c'est-à-dire une très fine couche d'idéologie, c'est davantage un style. Et ce style, effectivement, il a quelques dénominateurs communs. La stigmatisation, on va dire, de l'establishment systématique, l'opposition entre un bon peuple homogène, si possible, c'est-à-dire le refus aussi de ce que la démocratie peut avoir de contradictoire, pour stigmatiser les élites, une forme de désintermédiation des leaders, une hyper-incarnation, le recours à la violence verbale, un certain nombre de caractéristiques qu'on observe dans un certain nombre de pays. Et au fond, ce style populiste va s'adosser à des plateformes idéologiques qui peuvent être très différentes. Cela étant dit, je pense qu'il y a quand même une matrice commune. Pourquoi est-ce qu'on a une efflorescence de style populiste ces dernières années ? Parce qu'il y a une crise très grave de la démocratie représentative. Le nœud de la démocratie, au moins intellectuellement depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est le gouvernement représentatif. Or, v'là-t-il pas que depuis 30 ou 40 ans, on a une série de phénomènes, à commencer par des phénomènes économiques, qu'on ressaisit sous le chef un peu englobant de mondialisation, qui ont profondément déstabilisé ces armatures de puissance publique que sont les gouvernements représentatifs. Ça induit une crise de la démocratie. Cette crise, ensuite, elle va prendre des modalités différentes d'un contexte à l'autre. Dans certains pays, ça va prendre des modalités plutôt économiques et ça va être un conflit de distribution. Et dans d'autres, hélas, ça va prendre des modalités plutôt nativistes. Et donc là, on va avoir effectivement des offres idéologiques qui vont se structurer autour de ce style de reprise de contrôle, de reprise du pouvoir. Et effectivement, ça va se décliner très différemment d'un contexte à l'autre. Oui, alors c'est vrai, on peut aussi parler du populisme d'Amérique latine. Il y avait, je crois, dans les années 40 peut-être, ou 30, un prix populiste littéraire, peut-être plus tard, je crois que je l'ai lu dans Marianne. Un prix populiste. Et c'était tout à fait... c'était pas pour insulter l'auteur. Mais si vous permettez, les amis, là, parce qu'on est en train de... nous tournons autour d'un objet difficile à définir, mais si on nous pose la question aujourd'hui, c'est tout de même, on va descendre un peu de la stratosphère, si vous voulez, de la définition et de la science politique, et s'intéresser au populisme concret aujourd'hui. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la vague populiste, mais j'aimerais que vous disiez... Le nom peut, mais vous voyez très bien de quoi on parle. On parle d'un certain nombre de partis qui sont soit arrivés au pouvoir, soit qui s'en approchent et qui sont en tous les cas devenus des partis très importants dans différents pays. Je pense à l'AfD allemande. Ces partis, me semble-t-il, la question de Natacha là devient très importante. Qu'est-ce qui fait apparaître ces partis ? Et il me semble tout de même, je vous le soumets, qu'il y a malgré tout, ça ne fait pas rentrer tous les pieds, mais on peut rentrer pas mal de pieds dans cette chaussure-là. Il y a une contestation d'un monde sans frontières, à la fois culturellement et économiquement. Et il y a aussi une contestation d'une forme de progressisme qui criminalise le passé, c'est-à-dire une demande de continuité historique. Voilà, je te soumets ces hypothèses. C'est une façon de le présenter. Il me semble que si on veut... Oui, je sais que c'est la... Donc c'est une façon, il peut en exister d'autres.
Et il me semble que ce qui est intéressant pour essayer de définir tous ces partis, parce que pour ma part, par exemple, l'AfD, je le classe à l'extrême droite. Point barre, c'est un parti d'extrême droite, somme toute assez classique et qui réagit à différentes problématiques d'appauvrissement de l'Allemagne de l'Est. Enfin bon, donc on sort un petit peu de l'idée de vague populiste. Mais il me semble très important de souligner une chose. Ce n'est pas le populisme qui met en danger la démocratie, c'est la crise de la démocratie qui induit différentes formes de colère et d'insurrection qui parfois sont des insurrections par le vote et qui dans ces cas-là se cristallisent sur des partis dits populistes. Je pense que c'est dans ce sens-là que ça fonctionne et que c'est la seule manière de comprendre exactement ce phénomène du populisme. Et cette colère, cette insurrection contre un système, elle tourne en effet autour de la question du rapport aux élites. Pourquoi ? Parce que le phénomène le plus majeur des 40 dernières années, le plus frappant, c'est ce que Christopher Lasch, historien américain, avait appelé la sécession des élites. C'est-à-dire l'idée qu'avec la vague néolibérale qui naît, d'ailleurs David Geiss le souligne très bien dans son livre, et on l'avait écrit aussi dans le livre du comité Orwell, Bienvenue dans le pire des mondes, le basculement, c'est la sortie des États-Unis du système de la parité or. C'est en 71, cette décision-là fait basculer dans un autre monde et prépare Reagan-Thatcher la vague néolibérale. Et c'est cela que nous voyons aujourd'hui c'est-à-dire arriver au bout du cycle, parce que petit à petit, cette vague de dérégulation a fragilisé les démocraties, ou plutôt a contourné les démocraties. C'est-à-dire que le système économique s'est imposé malgré la volonté des peuples, en créant systématiquement des instances qui permettaient de ne plus respecter les voies démocratiques, de ne plus demander leur avis aux citoyens. Et petit à petit, une défiance majeure s'est installée entre les citoyens et la démocratie. C'est pour ça que quand on s'affole systématiquement en voyant des sondages expliquant que les gens ne croient plus en la démocratie, qu'ils seraient tentés par un système autoritaire, etc., et tout le monde prend des mines affolées, la question c'est pourquoi les citoyens n'ont-ils plus confiance en la démocratie ? C'est tout simplement parce que la démocratie n'est plus respectée. C'est tout simplement parce que nous sommes dans un moment de petit à petit de contournement, d'effacement, et que la seule façon qu'ont les citoyens de récupérer leur souveraineté, c'est en effet, d'où la phrase « reprendre le contrôle », c'est d'essayer d'imposer un type de parti, un type de gouvernement qui permettrait de faire en sorte que le politique reprenne la main sur l'économie. Ça ne veut pas dire que les propositions politiques qui prétendent cela le feraient ou le feraient correctement. Mais ça se joue de cette manière-là. Oui, alors, sans doute, mais il me semble qu'il y a un absent dans cette affaire et que une des raisons de cette crise de la démocratie, c'est que dans la démocratie, il y a démos. Et que précisément cette mondialisation, mais aussi l'idéologie de la fuite en avant, c'est-à-dire de l'idée qu'il faut absolument détruire tous les cadres stables et mentaux, tous les cadres, disons, auxquels les gens sont habitués, en leur disant mais tout ça, c'est le vieux monde, c'est l'histoire qui est terminée. Il me semble que ça crée, et je me tourne vers David, une difficulté de saisir et de se constituer en peuple, tout simplement. Et que ça crée quand même un problème à la démocratie. Je laisse David répondre. Et tu réponds. Alors, il y a eu en 2018 un numéro intéressant du quotidien Le Guardian, un quotidien britannique, qui rassemblait une quarantaine de chercheurs du monde entier pour travailler justement sur le phénomène populiste. Et ils ont produit des infographies très intéressantes auxquelles je vous renvoie. Et ce qu'on voit effectivement, même si certaines définitions sont sujettes à caution, c'est que le vote populiste explose à partir de la crise de 2008. La crise de 2008 qui est quand même une crise des produits spéculatifs de la finance américaine qui se propage ensuite très vite aux économies européennes à cause de l'imbrication transatlantique des systèmes financiers, mais qui a eu des effets effectivement catastrophiques sur les sociétés en matière de creusement des inégalités, mais aussi de confiance démocratique. On y reviendra peut-être si on parle du rôle des banques centrales.
Ce qui est certain, c'est qu'au fond, cette crise, elle a été effectivement l'aboutissement d'un lent processus qui, pour moi, s'est noué, et ce n'est pas extrêmement original que de dire ça, à partir des années 1970, c'est-à-dire à partir du moment en fait, où on est sorti de ce qu'on appelait le capitalisme démocratique durant les 30 Glorieuses, époque à laquelle, finalement, l'économie, la politique et l'État social avançaient d'une même jambe et se déployaient à peu près dans le même cadre géographique, puisque, comme vous le savez, les économies durant les 30 Glorieuses étaient ouvertes de l'ordre de 10 à 15%, et puis ensuite on a eu petit à petit une augmentation de l'ouverture de ces économies, une augmentation du commerce international, une intégration financière un peu plus tard, notamment grâce aux nouvelles technologies à la fin des années 80, et que, effectivement, le problème de cette mondialisation économique, c'est qu'elle aurait dû être assortie d'un surcroît de régulation publique et de redistribution qui se fait, désolé de le dire, essentiellement sur une base nationale. Tous les économistes qui ont travaillé sur l'État-providence ont démontré qu'il y avait un minimum d'homogénéité à avoir pour que l'État-providence fonctionne, parce qu'il fonctionne sur un système d'obligations réciproques. Après, on peut travailler à élargir le champ de la réciprocité dans un espace européen, par exemple, mais il y a besoin d'un minimum d'homogénéité sociale et territoriale. Et le problème, en réalité, c'est que cette mondialisation de fait économique s'est accompagnée d'une dérégulation publique. Or, tous les économistes sérieux, même Samuelson, dans ses premiers articles sur le commerce international, disait plus il va y avoir du commerce international, plus il va falloir faire un effort national de redistribution, parce que ça va avoir un impact très différencié sur les groupes sociaux, sur les territoires, etc. Et c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Et donc, on a eu une lente dévastation sociale, démocratique et territoriale, à mon avis, qui s'est aggravée à partir de la crise de 2008. Et le résultat, évidemment, c'est la crise démocratique dont le populisme, au fond, n'est qu'un symptôme. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. D'accord, et je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, ça se voit aussi bien à l'échelle d'un pays comme la France qu'à l'échelle de l'Europe. C'est-à-dire que vous avez des décrochages économiques en Europe, parce qu'en fait, sans aucun outil de rééquilibrage, la richesse va à la richesse, et vous avez donc les pays déjà les plus industrialisés et les plus performants qui s'enrichissent de façon majeure, et vous voyez les bordures qui décrochent. Et en Europe, c'est extrêmement frappant de voir que tous les pays qui se désindustrialisent et qui sont les perdants de cette construction européenne, ce sont les pays des bordures. Mais c'est vrai aussi à l'échelle de la France, dans la mesure où, si on regarde n'importe quel chiffre, comme par exemple le fait que 82% des emplois créés dans les 10 dernières années l'ont été dans les métropoles. C'est-à-dire que vous avez là aussi une absorption de la richesse. Pourquoi ? Parce que l'État ne joue plus son rôle pour redistribuer, pour rééquilibrer entre les territoires. Et la façon dont les politiques publiques sont menées justement relève de cette idéologie selon laquelle l'État doit absolument réduire son périmètre, ne se mêler de rien, et donc on calcule de façon comptable combien il faut d'hôpitaux par habitant, à quelle distance ils doivent être, sans tenir compte ni des réalités géographiques, ni des réalités culturelles, ni des réalités sociales des différents bassins. Et ça aboutit à des déserts absolus, et donc ça aboutit à quoi ? Eh bien, à la colère, à des gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui, tout à coup, se souviennent qu'ils sont citoyens aussi et qu'il n'y a aucune raison que les politiques se mènent à leur détriment. Et d'ailleurs, ce mouvement a été immédiatement qualifié de populiste, là aussi. Comment l'était-il, selon toi ? Dans les définitions qu'on a données. Je ne me pose absolument pas la question de savoir si ce mouvement était populiste ou pas. Dans la mesure où, si on définit le style populiste comme essayant de trouver une incarnation, alors on peut considérer que ce mouvement ne l'était pas, dans la mesure où, justement, il refusait les incarnations. C'est un mouvement de colère et de surgissement. Après, c'est un mouvement du peuple, se vivant comme peuple contre des élites, et là, on peut retrouver une rhétorique à peu près semblable. Mais je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur la question justement du peuple et de la constitution d'un peuple. Parce que de fait, il y a une tension qui est majeure entre un système qui tend à ne considérer que des individus, des pions économiques, et le besoin de se constituer en communauté politique. Or, de fait, ça fait à peu près 40 ans que l'ensemble des discours qui sont tenus consiste à dire il n'y a plus d'État-nation, l'État-nation c'est une vieillerie, etc. Mais derrière
le modèle qui est à l'œuvre, c'est celui justement d'individus interchangeables qui n'ont pas besoin de se constituer en État-nation. Pourquoi ? Parce que l'État-nation, c'est pour l'instant le lieu d'exercice de la démocratie. Or, la démocratie, c'est très gênant, c'est très embêtant parce que ça empêche de décider mieux que ces abrutis de citoyens qui, eux, ne savent pas ce qui est bon pour eux. C'est ça le principe. Donc, détricoter l'État-nation, c'est une façon d'empêcher le contrôle par des citoyens face à un système économique. Oui, mais je suis tout à fait d'accord en cela, mais ce qui est très difficile, et tu as effleuré le problème tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de partis, donc dits populistes ou pas, qui revendiquent représenter le peuple. Mais on a aussi vu ça un peu avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes disaient, et on a eu cette discussion sur la une de Marianne qui disait « Nous sommes le peuple », tu m'as dit « Ça veut dire nous sommes aussi le peuple », mais chez beaucoup de Gilets jaunes, il n'y avait pas cette distinction. C'est-à-dire, il y avait cette idée « Nous sommes le peuple » et pour le coup, les élites sont toutes bonnes à jeter. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque, disons, ce que je veux dire, de diviniser une partie du peuple et de faire comme s'il n'avait été que victime de tout ce qui s'est passé ? Je réponds rapidement, puis après je laisserai David. Mais je pense que dans toute forme de révolution, à un moment donné, il peut y avoir des excès. Et je pense que les sans-culottes étaient des gens particulièrement épouvantables et qui devaient se considérer comme incarnant le peuple, alors que certains n'en faisaient pas partie et étaient des ennemis du peuple. Ce qui n'est pas exactement ma vision de ce que doit être une société apaisée. Mais c'est un constat, ils sont dans nos livres d'histoire et tout le monde enseigne aux enfants les sans-culottes et leur imagerie. Donc, il existe des excès et les Gilets jaunes, en tant que mouvement populaire, a comporté ce genre d'excès absolument dommageable. Pour autant, quand nous, à Marianne, nous avons titré « Nous sommes le peuple », en effet, ça signifiait, c'était une façon de traduire ce qu'on entendait sur les ronds-points, à savoir cette idée que tout simplement, le peuple, et je l'ai entendu de la bouche de gens qui n'étaient pas politisés, nous sommes citoyens, nous sommes souverains. Des gens qui n'avaient jamais lu un bouquin de politique, qui ne lisaient pas les journaux. Non, justement, pas des lecteurs de Marianne. Donc, jamais on leur avait dicté qu'il fallait penser en termes de souveraineté. Et ils l'ont fait spontanément. Pourquoi ? Parce que, justement, ils ont tout à coup pris conscience de leur existence politique, du fait qu'ils devaient se faire entendre parce qu'ils étaient une partie du peuple. Alors, évidemment, il y a souvent une confusion entre le peuple démos et le peuple comme catégorie sociale. Et dans des moments où les élites ont fait sécession et défendent uniquement leurs intérêts, le peuple comme catégorie sociale a tendance à se penser comme le peuple comme démos. Et c'est jamais très bon. Mais c'est un fait qui découle, là aussi, des dérives qui ont petit à petit été mises en place. Permets-moi juste avant de passer, de compter. Quand tu dis les élites qui ne défendent que leurs intérêts, ça demandera après à être, parce qu'on peut dire que les gens se trompent, dire que les élites en bloc défendent leurs intérêts, je pense que c'est des gens qui pensaient savoir ce qui était bon pour le pays, mais tu me répondras après. Alors, je voudrais dire, si tu me permets, Elisabeth, je voudrais dire quelques mots sur les Gilets jaunes, parce qu'il me semble qu'il y a un élément d'analyse qu'on n'a pas beaucoup entendu, qui me semble fondamental. C'est que pour moi, les Gilets jaunes, c'est un conflit distributif assez classique, en fait. C'est-à-dire que, et vous voyez ce qui se passe au Chili, sans vouloir tout plaquer, surtout, hein, parce que moi, je ne suis pas du tout Chili ou au Liban, à la fois sur la taxe WhatsApp ou sur le prix du transport. C'est en réalité des classes moyennes ou des classes moyennes inférieures, salariés ou petits indépendants, qui se rendent compte que dans le partage de la valeur ajoutée, ils n'ont plutôt pas gagné ou ils sont plutôt en stagnation, même si ça mériterait d'être vraiment analysé à l'aune de chaque contexte. Au Chili, au Liban, c'est très net. Et au fond, ils savent que, contrairement à ce qui prévalait durant les années du capitalisme démocratique, où on pouvait négocier des hausses de salaire dans les entreprises parce que la productivité progressait et qu'au fond, il y avait une sorte de course-poursuite entre les salaires et la productivité, aujourd'hui, les salaires calent un peu. Et donc, l'instance vers laquelle on va se tourner pour obtenir une hausse du pouvoir d'achat, c'est l'État. Et donc, le paradoxe dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que l'État est mis sur le reculoir parce qu'on lui somme de faire des économies, on lui somme d'être sobre, on lui somme de freiner ses dépenses,
à un moment où, précisément à cause de cette évolution macroéconomique, les gens en ont plus besoin que jamais. Et donc, moi, je pense que c'est un trait constitutif du conflit de distribution à l'échelle mondiale et que les classes moyennes, à mon avis, n'ont pas fini de sortir dans la rue sans médiation syndicale, sans médiation liée au monde du travail, pour demander des hausses de pouvoir d'achat. Ce conflit redistributif, il vient aussi du modèle économique. D'ailleurs, dans votre livre, il y a la fameuse courbe de l'éléphant de Branko Milanovic qui montre que justement ces petites classes moyennes, ce sont les perdantes de la mondialisation. Depuis 20 ans, ce sont eux qui ont vu leurs revenus stagner. C'est certain. En fait, il est un peu... Oui, c'est ce qu'il vient de dire, mais j'allais le compléter en disant que c'est parce qu'il y a ce conflit redistributif dû à un modèle économique qui a été imposé qu'arrive ensuite la demande démocratique, qui en fait est la conséquence. Et en réalité, dans les discours sur la mondialisation, il y a deux discours polaires, en quelque sorte, qui, moi, me sont l'un comme l'autre très, très insupportables. Le premier étant la mondialisation, c'est formidable parce que ça a sorti 2 milliards, 3 milliards, alors ça dépend si on met les seuils de pauvreté absolue à 1 $, à 2 $, etc., de Chinois ou d'Indiens de la pauvreté. C'est factuellement vrai, mais c'est insuffisant. Et à l'inverse, les discours qui disent, comme Steve Bannon, ces horribles Chinois et ces horribles Indiens nous volent nos emplois. En réalité, et c'est la force des travaux de Milanovic, c'est la force des travaux que font Thomas Piketty aussi et le World Inequality Lab, les choses sont extrêmement nuancées. Et donc, il faut regarder la répartition des gains par centile, c'est-à-dire en fonction du niveau de revenu. Et là, on voit effectivement, que ce soit en relatif ou en absolu, que ces gains, ça a plutôt profité effectivement aux classes moyennes émergentes des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie. Et surtout aux très très riches. Et surtout en valeur absolue, c'est ce que j'allais dire, au top 1% ou au top 5% qui sont surtout dans les pays occidentaux. Donc Branko Milanovic a raison de dire qu'une autre mondialisation aurait été possible de ce point de vue-là. Et puis, ce qui est vraiment démoralisant, c'est la stagnation des revenus des classes moyennes. Et moi, je dis souvent, ça choque d'ailleurs, les classes, c'est comme dans une assemblée générale d'actionnaires dans une entreprise. Les classes moyennes, c'est le pilier de la démocratie libérale. C'est les petits porteurs. Et donc, eux, dans une approche redistributive classique, ils disent, mais regardez, ça fait 30 ou 40 ans que vous nous bassinez avec votre mondialisation, et nous, on n'y gagne rien. Donc, effectivement, il y a une insurrection politique, et cette insurrection politique, ensuite, prend des formes qui varient d'un contexte à l'autre. Et il ne s'agit pas de dire que les élites, dans leur globalité, sont des salauds qu'il faut pendre par les tripes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je constate qu'il y a un phénomène, qui est un phénomène de renfermement des élites sur elles-mêmes, qu'on observe très bien, un phénomène d'ailleurs d'endogamie largement amplifié, un phénomène de sécession géographique. Là aussi, on observe de plus en plus que les plus riches n'ont même plus besoin de se mêler et de fréquenter les autres citoyens de l'État-nation auquel ils appartiennent, et qu'en fait, ils sont beaucoup plus proches des élites des autres pays que des gens de leur propre pays. Et c'est cela qui commence à poser problème. Et quand je disais qu'ils défendent leurs intérêts, c'est toute l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il y a une forme de sincérité qui consiste à croire en effet qu'on veut le bien de l'ensemble des citoyens, mais que ces citoyens, eux, ne savent pas comment aller vers leur bien, et on va le faire à leur place parce qu'on est plus intelligent. Et très rapidement, on glisse vers une pensée de classe. Il y a une lutte des classes, et les élites, enfin c'est la phrase de Warren Buffett, il y a une lutte des classes, et nous les riches, nous sommes en train de la gagner. Et très rapidement, l'idée qui pointe son nez est celle du fameux ruissellement sous toutes les formes que cela peut prendre, c'est-à-dire pour le bien de tout le monde, il faut que les très riches soient très très riches. Et ça va ruisseler derrière. Ce qui aboutit quand même à un gros avantage, c'est que ça permet de défendre ses propres intérêts de classe tout en disant qu'on le fait pour le bien des autres. Donc le problème est que cette mécanique, qui est amplifiée d'ailleurs dans certains pays, par exemple la France, est particulièrement incapable de renouveler ses élites puisqu'on a une destruction du système scolaire qui pétrifie les classes sociales. Donc ce sentiment de fermeture des élites est d'autant plus fort. Du coup, l'espèce de révolte
d'un supposé peuple face à ses élites est là aussi beaucoup plus marquant. Mais ça ne veut pas dire qu'on est simpliste et qu'on croit que les élites sont des méchants. C'est une mécanique qui est liée à l'ensemble, à l'évolution du système économique et politique. Non, il y avait, je le dirai après, mais il y avait chez beaucoup de Gilets jaunes l'idée qu'il ne fallait plus quasiment d'élite et que tout ce qui était intellectuel était par définition les sachants. Mais parce que quand les gens en ont marre, ils deviennent excessifs. Voilà. Mais en même temps, il me semble avoir entendu depuis des années cette idée que, en effet, les gens ne savent pas ce qui est bon pour eux et qu'on va le faire à leur place par des instances tout à fait intelligentes. Par exemple, la construction de l'Union européenne en est un exemple. C'est une construction pensée pour être non démocratique, l'air de rien. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'on ne soit pas démocrate, mais il faut le dire. Voilà. C'est-à-dire considérer qu'on sait mieux que le peuple, c'est n'être pas tout à fait démocrate. Oui, donc il faut le dire. Comme le temps tourne, je voudrais vous poser une question, que vous ayez le temps de conclure. Ce qu'on nous dit, dans le fond, ce qu'on dit depuis très longtemps, c'est les populistes, l'extrême droite. Là, je parle des partis concrets auxquels on pense. Ils posent des bonnes questions, ils donnent de mauvaises réponses. Comment se fait-il, dans le fond, dans cette crise de la démocratie, si tu veux, que n'émerge pas en réalité une bonne réponse selon tes vœux ou selon les vœux de David. Qu'est-ce qui empêche dans notre système, dans le fond, d'émerger, de voir ça? Très rapidement, vous connaissez la phrase de Gramsci qui est citée un peu à tort et à travers. Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à venir, et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Moi, je crois que toute cette tectonique politique, il faut la lire à cette aune. Le cycle néolibéral qui court à peu près des années 70 à aujourd'hui est en train de se terminer dans la douleur. Il est frappé d'obsolescence par 3 crises. La crise économique et financière de 2008, la crise démocratique, au fond, qui s'est manifestée de manière aiguë avec le Brexit et l'élection de Trump. Et puis, évidemment, on n'en a pas parlé, je le regrette, la crise écologique, le mur climatique que nous sommes en train de nous prendre et dans lequel nous fonçons en klaxonnant. Donc le cycle qui s'ouvre aujourd'hui, moi je crois qu'on peut, c'est difficile de détecter les signaux faibles, mais c'est un cycle de réhabilitation de la puissance publique. Toute la question qui se pose, et c'est là que les progressistes, les républicains, les démocrates doivent intervenir dans le débat, la question, c'est celle des modalités de cette réhabilitation. Soit on a la réhabilitation identitaire, xénophobe, régressive, raciste, où au fond les faibles tapent sur les encore plus faibles qu'eux, soit on a une réhabilitation véritablement positive, des armatures de puissance publique. D'ailleurs, moi, je pense que l'État-nation est important, mais il faut aussi penser l'Europe, il faut penser le local, en fonction des défis qui sont les nôtres, et où vraiment on reconstruit à petits points patients cette démocratie. Alors ça sera moins tapageur que ce que nous racontent les populistes, mais ça sera plus efficace, à mon avis. Mais je pense que la question de la reconstruction d'une authentique démocratie se pose avec ces différents échelons, c'est-à-dire le fait de considérer que la démocratie, ce n'est pas seulement de voter une fois tous les 5 ans pour un président thaumaturge. Voilà. Ça nécessite aussi... Et là, on n'aura sans doute pas le temps de l'aborder, mais c'est dommage. Oui, c'est la fin, mais on va l'esquisser quand même. Ça nécessite aussi une éducation démocratique. C'est-à-dire que chaque système, chaque forme que prend le système politique fait naître un type humain. Et la question est de savoir quel est le type humain que nous faisons naître dans le système actuel. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment où l'émergence des nouvelles technologies, du numérique, le fonctionnement des algorithmes est en train petit à petit de rendre beaucoup plus difficile la constitution d'un citoyen, c'est-à-dire d'un individu autonome et responsable, doué de libre arbitre. Or, on ne peut pas repenser une démocratie qui fonctionne si les individus eux-mêmes ne sont pas souverains, c'est-à-dire capables de prendre leurs décisions en connaissance de cause, de penser leurs responsabilités. Donc ça nécessite tout un travail de construction d'un environnement démocratique. Et ça, la question majeure à laquelle nous allons être confrontés, c'est est-ce que c'est possible dans un système où le numérique est confisqué, les pouvoirs, la puissance numérique est confisquée par des multinationales qui sont en dehors de tout contrôle. Et de même, la question de savoir si
l'ensemble si nous sommes capables de définir une société vivable tenant compte des problématiques environnementales, tenant compte de tout simplement ce qui pourrait faire le bonheur de l'humanité. Est-ce que nous sommes capables de penser notre bonheur collectif, et pas seulement le bonheur individuel? Est-ce que nous sommes capables de délibérer de cela? Est-ce que nous sommes capables d'affronter un débat démocratique civilisé, c'est-à-dire sans se taper dessus et en supportant des voix minoritaires? Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir poser pour comprendre comment sortir de ce clair-obscur. Merci Natacha. Ah ben voilà, c'est la fin. Et donc le scud de David restera impuni.